Bonjour et bienvenue dans Saturation, votre podcast sur les musiques saturées, épisode 2. Je m'appelle Thibaut, je serai votre caution métal extrême, l'historien blaqueux mais pas que. Et je serai accompagné de mon co-animateur Jim, fan de prog et fashion victime du podcast. Comment ça va mon Jim ? Ça va nickel, et toi mon Thibaut ? Ah, ça va pas mal. Honnêtement, c'est une façon de dire, assez sympa de dire... que je suis un conte passéiste et que toi t'es un peu plus ouvert, mais... Oui, ou ça peut aussi vouloir dire juste que je me douche, et ma musique aussi, et ça me va très bien dans tous les cas. C'est vrai que ça fait un peu longtemps, là, j'ai l'impression que les cheveux collent. Alors, peut-être juste avant de commencer et de rentrer dans le dur, quelques petites news. Premièrement, j'ai changé de micro, donc j'espère que ça s'entend. Deuxièmement, on va aussi abandonner le single en fin d'épisode parce que bon, la dernière fois YouTube l'a bloqué, on a dû éditer l'épisode, donc on va laisser ça de côté, ce sera plus simple. Tout le monde est très triste. Ouais, terrible. En plus, bon, on va pas se le cacher, c'était un peu la section C'était la pire section de l'épisode. Donc ça avait été une torture à éditer en plus parce que j'étais obligé de laisser les blancs. Enfin, c'était ouais, affreux. voilà. Donc bon, ça nous manquera pas. T'as des trucs à mentionner, toi, dans les news Dans les news, non, pas particulièrement. Ok. Bon. On va quand même garder la même structure d'épisode, c'est-à-dire on va d'abord avoir un album talk où on va parler de 2 albums, donc d'abord une nouveauté, ensuite une vieillerie, et ensuite on va parler d'un dossier spécifique. Donc aujourd'hui, le dossier, ce sera le power metal et on vous le réintroduira à ce moment-là. Ouais, voilà. C'est un des dossiers qu'on avait... dont on avait parlé un petit peu à la fin du précédent épisode. On s'est dit que commencer par ça, ce serait pas mal. C'est un peu raccord avec le premier épisode dans le sens où c'est un petit peu aussi un dossier nostalgique. Donc ça va avec le top 2005. On essaiera de faire autre chose à un moment quand même, de pas rester focalisé sur... le début des années 2000, mais on continue là-dessus. C'est vrai que et on va parler de la même période. Merde alors. C'est pour ça. Tellement débile, j'avais même pas remarqué. Ok, et du coup, c'est toi qui commence pour cette fois avec l'album récent. Exactement. De Urne. Ça va être Setting Fire to the Sky, qui est très très récemment sorti. Urne, d'abord. Qui c'est ? C'est un trio britannique qui va devenir quatuor pour cet album. Ils ont recruté un nouveau guitariste. Ah. Et c'était un trio avec basse, chanteur, guitare et batterie. Niveau stylistique, ils sont assez difficiles à classer. Ils jouent vraiment sur pas mal de tableaux différents. On va retrouver des références au metalcore, au sludge, au stoner, au shoegaze. Ouais. Et c'est ce qu'on cherche en fait quand on écoute du Urne. On veut quelque chose d'unique. Dans tous les styles, il y a une direction très très forte qui manque un peu. Selon moi, ça va être l'aspect un peu plus psychédélique, un peu plus mystique qu'on va avoir justement, qui est une partie importante dans leur direction artistique. Et leur disco est très très rapide. C'est un groupe qui a commencé avec un album en 2021, Serpent and Spirit, puis Fist and Sorrow en 2023, excellent album, et l'album du jour, Setting Fire to the Sky. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet album ? Parce que Fist and Sorrow, c'était une giga claque quand je l'ai découvert. Je l'ai vraiment beaucoup poncé. Une espèce de mélange de métal bourrin, très groovy, tout en restant vraiment très psychédélique, très éthéré, enfin pas vraiment psychédélique, plutôt mystique, un peu éthéré. Et en même temps, c'est un album qui était produit par Joe Duplantier, Gojira Man, dans leur studio à New York. Et on comprend totalement l'affiliation entre les deux. Il y a beaucoup de mots que j'ai utilisés pour décrire Urne que j'aurais pu utiliser pour décrire Gojira. Et c'est cool. Ouais, on le retrouvera sur cet album aussi. Pas Joe Duplantier. Non, mais l'affiliation. Ah oui, l'affiliation, on va la retrouver, oui. J'ai des trucs à dire là-dessus. Ok. Et dernière parenthèse production, parce que j'ai nerdé un peu sur cet album, je sais pas si c'était nécessaire, mais du coup on va garder Johan Meyer, qui est l'ingé son principal du studio de Gojira, Silverline, et qui est aussi l'ingé de Gojira de manière générale, qui a mixé pas mal de choses. Et Tony Lindgren, côté mastering, qui a une carrière gigantesque avec plus de 3000 références sur Discogs. Non, c'était absurde en fait. Mais quoi qu'il arrive, allez regarder son nom. Vous avez écouté des albums qu'il a masterisés. Bref, assez d'introduction, on va rentrer dans le vif de l'album. Setting Fire to the Sky, c'est un album d'à peu près 50 minutes qui va évoluer dans pas mal de styles différents, comme je l'ai décrit un peu plus haut. On va naviguer un peu du death prog, un peu timoré, jusqu'au metalcore un peu planant, avec pas mal de touches sludge, shoegaze, un peu de post aussi. Enfin bref, c'est relativement varié. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. Déjà, une évolution au niveau du chant.
c'est qu'on va avoir plein de types de chants extrêmes différents. On va avoir du chant black, du chant metalcore, on va avoir des techniques plus death, et beaucoup plus de chants clairs que sur les albums précédents. Le chant clair, c'est pas le chant qui me convainc le plus dans l'album, mais c'est une partie importante. Nouveauté aussi par rapport à l'album précédent, on a beaucoup plus de solos de guitare. Alors, je pense que c'est pas innocent, c'est plutôt lié au fait qu'il y a un nouveau guitariste qui doit du coup libérer le guitariste qui était déjà présent et donc lui faire ses solos. Parce que les solos en plus sont vraiment écrits dans la même veine que ce qu'on avait avant. Bref, on va quand même retrouver des choses que j'ai aimé beaucoup dans Fist and Sorrow, des grosses guitares rythmiques très techniques, très intriquées avec des lignes de batterie très directes, qui hésitent pas justement à faire des gros half-time pour appuyer la lourdeur des riffs, ou alors les doubler totalement, histoire de vraiment appuyer cette ambiance de course. Et le batteur hésite vraiment pas là-dessus, et c'est très très cool comme gimmick de composition. Mais, les enfants, qu'est-ce que c'est le half-time et le double time ? En gros, la batterie, elle est dite full ou straight quand elle va souligner les temps standards. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et une batterie en half-time, du coup, elle va en souligner que la moitié. Souvent, on va considérer les 1 et les 3 dans une musique rock. La batterie en double time, elle va souligner les temps et les croches, donc ce qu'il y a entre les temps, en gros. Les demi-temps. Cette liberté d'écriture, c'est ce qui va permettre de donner du relief aux guitares qui et souvent ne vont pas du tout bouger lors des changements de batterie. Et ça permet de créer une dynamique à l'intérieur du riff sans qu'on s'ennuie, tout en rajoutant du propos musical. Un exemple de ça assez facile à écouter et assez rapide, ça va être Leviathan Rising de Redemption sur l'album Snowfall, qui commence avec un half-time et continue sur un full-time, et on voit justement que c'est vraiment la guitare joue la même chose en boucle et c'est vraiment la batterie qui vient apporter de la profondeur à ce riff. Bref, pour le coup, retournons sur Setting Fire to the Sky. On va avoir des titres qui sont très très pensés live, et avec les très très efficaces et très scandables Be Not Dismayed, The Spirit is Alive, Be Not Dismayed, qui est en plus la première de l'album, donc si jamais on rentre pas dedans, peut-être que le reste de l'album risque d'être un peu compliqué. The Spirit Alive, qui sont vraiment des earworms qui fonctionnent, à mon sens, très très bien. On a une grosse chanson, Gojira Wannabe, qui Towards the Harmony Hall, qui est... je l'aime bien, c'est une très bonne chanson, mais clairement, on sent l'influence de nos très chers patriotes. Et aussi, on va avoir une chanson qui sort totalement du lot, Ancient Horizon, qui est une sorte de mid-tempo vraiment mystique, complètement hors du monde, même presque hors de l'album en fait, qui me fait penser à une reprise dans... Je sais pas si vous voyez un peu ça, genre vous entendez une chanson, vous entendez un thème et ça vous fait penser à quelque chose de populaire sans jamais réussir à remettre le doigt dessus. C'est clairement cette chanson. Et elle vaut le détour. Juste écoutez-la, elle, de manière isolée, si jamais vous avez pas réussi à écouter le reste de l'album. C'est c'est une proposition très différente qu'on va avoir. Bref. On va avoir un album qui est très très varié, beaucoup plus pensé pour le live, à mon sens, que les albums précédents, avec des chansons beaucoup plus directes, qui fourmillent moins aussi. Et ça le rend moins puissant, à mon sens, que l'album précédent. On peut regarder un peu aussi, faire un parallèle entre les structures des albums, entre Fist and Sorrow, l'album précédent, et Setting Fire to the Sky. Fist and Sorrow prenait plus son temps. Il avait des chansons qui étaient plus... Les deux avaient à peu près le même runtime, mais Fist and Sorrow avait quelques segways de 1 minute maximum, et des chansons qui étaient plus longues, qui prenaient leur temps, qui développaient des thèmes très forts et qui vraiment donnaient cette ambiance psychédélique entêtante que j'avais adoré. On va beaucoup moins retrouver ça ici. L'album va vraiment être beaucoup plus composé de chansons assez directes, un peu plus calibrées, même si Hearken to the Wave marche plutôt bien là-dessus, dans une chanson un peu plus lente qui prend son temps et qui devient pour le coup vraiment mémorable. Aussi, à côté de ça, l'album reste super bien produit, ils n'ont pas changé de studio de production, enfin, c'est toujours un banger là-dessus, c'est lisible quand il faut, relativement sale, on n'est pas sur du crado non plus, mais relativement sale quand il y en a besoin, ça reste très très bien. Et c'est un bon album, je pense que c'est leur album le plus accessible, largement plus que ses deux prédécesseurs en tout cas, et si ça peut faire en sorte que vous alliez écouter du Urne, foncez, leur discographie est courte, et c'est tout bien. Voilà. Cool. Non, cool. Moi, je suis un petit peu partagé sur Urne, je dois t'avouer. En fait, j'aime bien la deuxième partie de l'album, mais j'aime pas le début. Genre, tu vois, tout ce qui est Hearken the Wave, super, c'est le morceau que je préfère.
Towards, tu l'as mentionné tout à l'heure, je trouve ça bien. Breeze, le dernier morceau, qui, tu vois, un peu plus calme, avec beaucoup de nuances, beaucoup de dynamique, qui fait une super conclusion en décrescendo, ça j'aime beaucoup. Par contre, j'ai plus de mal avec le début de l'album. Et tu parlais par exemple d'Ancient Horizon. Moi, c'est un morceau que j'aime pas du tout, quoi. Je trouve le refrain martelé un peu ad nauseam, que je trouve un peu naze. Donc ça me plaît pas. Et de manière générale, en fait, je trouve que les refrains, c'est pas trop le fort de Urne. J'aime bien ce qu'ils font sur les couplets, mais tu vois, les refrains, je les trouve souvent un peu génériques, pas très percutants. T'as Spirit Alive aussi, le refrain, je le trouve pas terrible, quoi. Je suis d'accord, pour moi, ça vient du fait que les chansons sont un peu plus calibrées et du coup, les refrains sont vraiment des refrains qui se veulent un peu tubesques, mais sur des chansons qui le sont pas vraiment. Donc je trouve que ça fait un mélange un peu bizarre. Et tu disais aussi que, tu vois, tu parlais du chant clair qui est pas forcément top, et bah comme il y a souvent du chant clair sur les refrains, ça aide pas, quoi. Ouais, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup tout le panel de chants extrêmes que le chanteur a à nous proposer, mais c'est vrai que je suis beaucoup moins convaincu par son chant clair. Ouais. Qui était beaucoup moins présent du coup dans les albums précédents. D'accord, c'est intéressant, ouais. Et justement, en fait, les albums précédents avaient essayé beaucoup moins d'être tubesques. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est l'album par lequel ils essayent de genre décrocher plus de festivals peut-être, enfin en tout cas vraiment avoir une présence plus live. Oui, d'accord. Et ce qui se comprend encore une fois, c'est même si jamais on les aime pas, les refrains ils restent vraiment en tête très facilement, je trouve. Oui, et puis c'est facile c'est le genre de refrain que tu pourrais chanter dans un fest alors que tu connais pas le morceau parce que il est parce que tu vas l'écouter 3 fois dans la chanson en plus. Ouais, c'est ça, et en fait il est assez facile à pick up. Mais notamment Be Not Dismayed, c'est exactement comme ça qu'ils l'ont écrite. Ouais, c'est vrai. J'avais lu une interview justement du groupe. Ah oui, d'accord. Et ils l'ont construite justement, et leur objectif c'était d'avoir un refrain qui soit scandable en festival, et en fait c'était l'objectif de donner une chanson en fait au public. D'accord, ok. Non, ça a du sens. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la DA globale de l'album, qui me convainc moins que les albums précédents, mais ça reste très correct. Hein. J'ai quand même passé un bon moment. J'aurais pas eu à écrire des trucs dessus, je l'aurais moins écouté. Ouais, moi c'est ça. Je pense, tu vois, là je l'ai écouté 5 fois, je sais pas si je reviendrai beaucoup. Parce qu'il y a d'autres trucs qui me gênent un petit peu, tu vois, justement, sur le début de l'album. C'est un truc que j'aime pas trop, c'est je suis pas très fan un peu de la surreprésentation des riffs où t'as beaucoup de chug qui mènent sur un passage court, articulé, un peu sympa, un peu mélodique, et puis qui revient à chug et qui boucle comme ça. Ouais. Donc tu vois, c'est... Mais ça, vraiment, pour le coup, c'est la partie metalcore très moderne qu'ils endossent beaucoup plus ici. Ok. Je suis d'accord, c'est pas pour le coup, j'ai sauté dessus parce que je t'ai proposé d'écouter cet album avant même qu'il soit sorti en fait. ouais, non, mais il y a pas de problème. Par contre, tu vois, à côté de ça, tu vois, tu parles qu'il y a plus de solos, les solos, je les trouve cool. Ouais. Ça, c'est un des gros points forts de l'album pour moi, c'est ça, quoi. Ouais. En fait, il y a pas mal de, je trouve que ils ont du mal à être pertinents quand ils font des choses simples, alors que dès qu'ils font des choses techniques, je trouve qu'ils sont incroyablement précis et incroyablement en place. Et enfin vraiment, je dis, c'est pas du tout parce que j'adore me masturber. Alors j'adore me masturber sur les trucs qui sont compliqués, mais c'est aussi parce que, enfin vraiment, je trouve qu'ils ont une finesse d'écriture quand ils écrivent des riffs complexes, quand ils intriquent des mélodies qu'ils ont pas du tout quand ils essaient de faire des choses simples. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé dommage du coup, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de solos qui soient en plus vraiment cool, ça fait que quand le solo s'arrête et que juste on prend des accords ouverts un peu lâchés avec une mélodie un peu plus simple, je trouve que la mélodie, elle fait vraiment, c'est comme je l'ai dit, fait vraiment perdre en puissance le truc. Ah, complètement. Mais il n'y a pas de mais en fait. Non, mais par contre, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est marrant parce qu'en fait, ça fait un peu écho aussi à ce que je pensais sur la batterie, que globalement, je trouve sympa. J'aime beaucoup les fils, surtout. Par contre, tu vois, je suis moins fan justement du fait qu'elle est quand même très très souvent calée sur la gratte. Donc alors comme tu dis, tu vas avoir du half time et du double time qui va un petit peu
rajouter du drive au morceau, mais c'est vraiment, les accents sont mis au même endroit que la guitare, et ça, je trouve que ça te fait perdre un petit peu en richesse par rapport à ce que tu peux entendre sur d'autres passages du morceau, où justement t'as des fils un peu inventifs, un peu sympas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Globalement, pour moi, l'album, je le vois vraiment comme une porte d'entrée vers des trucs plus shoegazy et plus ambitieux, en fait. Ok. Et notamment, l'album juste précédent de Urne. Et du coup, l'album précédent fait envie, en fait, de ce que t'en dis, là. Ah, pour moi, c'était l'un de mes... il est sorti, je crois, en 2023. Attends, je l'ai noté plus haut dans mes notes. Il est sorti en 2023 et il faisait partie de mon top 10 de l'année. Ah, cool. Bon, c'est bon à savoir. Ouais, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai sauté sur Setting Fire to the Sky. Ouais, bien sûr, ouais. J'avais même réécouté Serpent and Spirit et j'étais c'était vraiment trop bien. Prochain album, ça va être mon album préféré de 2026. Bon, non, c'est un bon album, mais ce sera pas mon album préféré de l'année. Ouais. Cool. Non, mais content quand même d'avoir écouté ça, et tu vends bien le précédent. Donc, je vais peut-être... C'était un peu l'axe de ma chronique, du coup. Ouais. Oupsie. Ok, cool. Moi, de mon côté, je vais vous parler du deuxième album de Moonspell, qui s'appelle Irreligious. Et c'est parce que c'est un groupe que je trouve assez intéressant, en fait, à plein de niveaux. C'est un groupe qui est assez riche, qui a fait plein de choses différentes. Et en fait, vers 96-97, quand cet album sort et qu'ils font leur tournée, il y a un peu tout qui laisse penser qu'ils pourraient devenir vraiment gros. Mais en fait, le groupe va complètement explosé en vol à cause de dissensions internes. Donc, le bassiste, qui est un des cofondateurs, il va se casser, il va mettre Moonspell à son nom. Voilà, les autres vont être obligés d'annuler des concerts, ça va être le début d'une grosse bataille juridique qui va durer 7 ans, qui va coûter hyper cher au groupe et qui va les empêcher de tourner autant qu'ils auraient voulu. Donc ça va un petit peu casser leur momentum, quoi, sans surprise. Damn. Voilà. Et donc, ils vont aussi changer de style sur le troisième album pour se démarquer de ce qu'ils faisaient avec leur premier bassiste. Donc ça va donner Sin Pecado, qui est mon album de Moonspell préféré, qui va bien se vendre sur le moment grâce à la popularité d'Irreligious, mais qui sera finalement, en fait, assez mal reçu parce que il s'éloigne bien du métal sur celui-là. Donc c'est pour ça que j'en parle pas, et je préfère parler du deuxième. Et ensuite, tu vois, ils passeront une dizaine d'années à se chercher un petit peu, à expérimenter, mais que leur popularité va se casser la gueule, quoi. Mais en 96, en fait, ils sont encore en pleine ascension. Et Moonspell, c'est un peu particulier parce que c'est un groupe portugais qui vient du black metal, underground à la base. Donc ils vont s'en éloigner, hein, déjà sur le premier album, qui est assez culte, en fait, mais personnellement, je trouve pas terrible. Et ils finiront par se détacher du black metal complètement sur Irreligious, quoi. Donc là, cet album, contrairement au suivant, il reste clairement métal, mais il y a quand même une autre influence qui commence vraiment à se faire sentir et qui suivra le groupe ensuite assez longtemps, et c'est celle du rock gothique. Genre Sister of Mercy, Bauhaus, éventuellement The Cure de période pornographie. Mais le truc le plus important, en fait, ça va être Fields of the Nephilim, et c'est une influence dont je reparlerai un petit peu après, quoi. Donc cet album, lui, il est produit par Valdemar Soricta, qui est un des cofondateurs du label Century Media, et que vous connaissez peut-être parce qu'il était le guitariste de Grip Inc., donc le groupe de Dave Lombardo après qu'il ait quitté Slayer. Donc c'est un type qui est reconnu en tant que musicien, mais aussi en tant que producteur, parce qu'à l'époque, en fait, il s'est déjà occupé de Wild Honey, de Tiamat, et de Mandillion, de The Gathering, et de toute la disco de Samael aussi. Donc déjà des albums, de super albums, pas mal influencés par le gothique. Après, bon, la prod d'Irreligious, ce sera quand même un peu plus crade que sur Wild Honey ou de Mandillion. Oui, c'est plus crade que Gathering. Ouais, quand même, ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une des quelques réminiscences de leur passé black, en fait, notamment sur la prod. Globalement, c'est un album qui se veut très cohérent, en fait, qui va développer une sorte d'ambiance de film d'horreur un petit peu. On est sur une sorte de Faust qui aurait été filmé par Dario Argento, un truc comme ça. Les 4 premiers titres, d'ailleurs, ils forment vraiment un bloc. En fait, c'est même les 5-6 premiers qui sont construits pour s'enchaîner presque comme les mouvements d'un morceau long, mais c'est juste que je trouve qu'à partir du 4e, les transitions commencent à être un petit peu maladroites, quoi. Mais le but, en fait, c'était de faire comme justement Fields of the Nephilim fait sur Elysium, donc leur album de 96.
90, qui est la principale influence de Moonspell sur ce disque. Et cet album, il s'ouvre aussi sur 5 titres qui s'enchaînent et qui sont construits comme étant les mouvements d'un seul morceau, quoi. Et donc, cette influence Fields of the Nephilim, on va la retrouver sur plein d'aspects. Donc, on va avoir des riffs qui sont globalement en retrait, on va retrouver le même genre de juxtaposition, guitare clean, guitare saturée. On va avoir le même genre de chant théâtral, très grave, très, très affecté, qui va hurler ou grôler de manière très ponctuelle seulement. Et on va aussi avoir une basse qui est très en avant, des claviers très présents qui ont un rôle mélodique, qui font pas que des nappes non plus, même si on est assez loin en fait d'un truc hyper grandiloquent du genre Cradle of Filth ou Nightwish. Et même à la batterie, en fait, on aura des trucs, on aura quelques patterns post-punk ou cold wave. On va aussi trouver quelques interludes qui vont flirter avec le trip-hop ou l'ambiante. Donc tout ça, en fait, c'est des trucs qui viennent plus ou moins du rock gothique et notamment de Fields of the Nephilim, mais c'est pas une copie de Fields pour autant, quoi. C'est nettement plus violent et c'est nettement plus métal aussi. Donc par exemple le deuxième morceau, Opium, il s'ouvre sur une série de slides de guitare qu'on retrouvera ensuite tout au long du morceau. Je trouve que c'est une des meilleures utilisations de slide que je connaisse, ce titre-là. Et ça, c'est hyper agressif et ça le serait beaucoup trop pour un morceau de Fields of the Nephilim, quoi. Donc comme je disais, il y a une partie d'album qui est très cohérente et homogène, la deuxième l'est un peu moins, même si il y a quand même de bons morceaux. Il y a peut-être juste le Raven's Claw qui dénote un petit peu avec le reste de l'album par son chant féminin et un final qui est un peu surprenant parce qu'on se retrouve avec un solo de guitare qui est très rock et des vocalises féminines qui est à la limite de ce qu'on peut trouver dans le R&B. C'est assez marrant en fait. Mais donc voilà. Parce que c'est la même chanteuse qu'on retrouve aussi dans les feats de Tiamat. Oui, exactement. Exactement. Bah voilà, c'est parce que c'est produit par la même personne. Birgit Zacher. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était aussi, moi aussi je triche un petit peu. Toi tu parles du dernier Urne pour recommander le précédent. Moi je parle de Moonspell aussi pour recommander Fields of the Nephilim en fait. Qui est pas du métal, mais bon, il y a des passerelles, quoi. Donc en gros, ouais, voilà, c'est ça. C'est un album que j'aime beaucoup, qui arrive à être très homogène et varié à la fois, et voilà, qui me permet de faire de la pub pour le gothique. Ouais, je comprends. Pour le coup, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la conclusion de l'album, là. Les 3 dernières, là, à partir de Mephisto, j'ai vraiment... Oh, super. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, pour le coup. Okay. Enfin, l'un des trucs qui m'a... J'ai dû l'écouter, je pense, une dizaine de fois, quand même, et c'est vrai que les 2-3 premières... Enfin, au moins la première écoute a été assez douloureuse. Ok. Je me suis vraiment dit que il y avait genre une vision radicale de comment écrire de la musique et comment la faire, qui était pas forcément très très compatible de mes goûts habituels. C'était cool, du coup, comme expérience, de devoir genre un peu sortir de mes chantiers battus. Des sentiers battus. Sentiers d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. Mais ouais, enfin pour le coup, c'était vraiment très très cool comme expérience de métal gothique. J'ai vraiment fini par grave kiffer le chant. Ouais. Et notamment, et dommage du coup parce que c'est lui le connard apparemment, mais les lignes de basse sont trop trop cool tout au long de l'album. Ah ouais, c'est super. Ouais. Elle est vraiment bien mise en avant. Justement, c'est ce que j'aime bien, c'est que les guitares viennent vraiment genre juste asseoir à la rythmique et elles apportent harmoniquement pas grand chose. Par contre, t'as la basse qui vient tout le temps faire des choses. C'est ça. Enfin, faire des choses qui sont cool et qui permettent de vraiment faire avancer la musique. Bah, elle prend même le lead parfois devant la guitare. Ouais, et puis c'est vraiment pas commun en plus comme prod. Enfin, comme type d'écriture. Surtout surtout dans le métal gothique, je trouve. Où le métal gothique se veut quand même un peu plus, enfin souvent un peu plus simple au niveau de l'écriture, et on va avoir une basse qui va suivre la guitare qui déjà suit les accords. Enfin, notamment, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez The Gathering. Et ça, justement, c'est des trucs que tu vas retrouver dans le métal gothique, mais dans le rock gothique, justement, la basse a plus un rôle plus important. Typiquement, qui est plus proche de celui qu'il y a chez Moonspell en fait. Okay. Je connais pas du tout le rock gothique, enfin je connais très très peu en fait les influences non métal dont tu as parlé aujourd'hui. D'accord. Bon, du coup, ça fait aussi un truc dont on pourra parler un de ces 4 éventuellement. Ouais, c'est cool. Ouais. Ok, cool. Non, mais je suis content que c'était plu. Bon, la première fois que je l'ai mis, j'étais sur mon vélo et quand le mec a commencé à chanter, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Oh, piou. C'est un peu ça. Oh, mais pour le coup, ouais, enfin, il y a vraiment, enfin, cette partie vraiment, comme t'as dit, très théâtrale. Il y a quelque chose qui va se dégager. Et en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quelque chose qui va marquer. Et je pense que c'est quand même, juste pour ça, ça vaut le coup au moins d'écouter. Même si je pense qu'il faut écouter l'album en entier.
et pas juste Opium, pense, parce que juste Opium toute seule, isolée, on va perdre un peu le propos, alors que l'album en entier, il a vraiment quelque chose à dire. Je suis totalement d'accord sur son côté très, très homogène. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, la disco vaut le coup aussi. Hein. Il y a des hauts et des bas, mais c'est assez varié. Il y a des trucs vraiment intéressants. Le troisième album, moi, je le trouve très très bien. C'est un peu plus expérimental, un peu plus électro, mais c'est... Ah ouais, t'aimes bien ça. Ah bah oui, j'aime beaucoup ça. Incroyable. Qui l'eût cru? N'est-ce pas? Voilà. Ok. Bon, bah ça fait une bonne doublette, sympa. Ouais. Et du coup, maintenant qu'on a enfin parlé de nos deux albums, on va pouvoir passer à notre dossier du jour, qui est un dossier consacré au power metal. Bienvenue à tous dans notre exposé pour parler d'un style qui nous est donc très cher. Thibaut, pourquoi est-ce qu'il nous est cher ? Parce que la nostalgie, déjà, c'est le style de notre adolescence. Et je vais dire notre adolescence parce qu'avec Thibaut, on a une bonne partie de notre adolescence en commun quand même. Oui, on va dire ça, effectivement. C'est assez accurate. Et à titre personnel, c'est l'une des passerelles qui m'a mis sur pas mal de rails musicaux, comme genre tout ce qui était musique plus death, le prog aussi notamment. C'est un style aussi qui m'a donné envie de jouer de la guitare rapidement, de manière plus technique, plus précise. Bref, le power, c'est une pierre fondatrice dans ma culture métal, dans ma construction musicale au global. Toi, Thibaut ? Ouais, non mais écoute, pareil, hein, ça fait partie des styles que j'ai vraiment commencé à creuser parce que on a commencé, enfin moi j'ai commencé à écouter du métal un petit peu avec toi. Je me rappelle qu'on avait commencé avec des trucs du genre Linkin Park. Moi j'avais bien accroché à Dark Tranquillity très vite, mais c'est vraiment le power que j'ai creusé et c'est à travers ça aussi que je suis rentré dans le black parce que je suis passé du power à Emperor. Et après, bon, c'est la pente raide, mais... Franchement, déjà, le power à Emperor, c'est une sacrée pente. Oui, mais bon, il y avait le côté sans faux, quoi, tu vois. Mais oui, complètement, c'est un style qui est vraiment ancré dans notre adolescence. Et moi, à vrai dire, c'est un style que j'écoute plus trop aujourd'hui, mais que j'ai été content de m'y replonger, quoi. Oui, alors que moi, j'en écoute encore de temps en temps. Je me tiens au courant de certaines sorties de power prog, style que j'écoute encore relativement régulièrement. Mais on va en parler un peu après. Ouais. Maintenant qu'on a dit tout ça, ok, mais pourquoi est-ce qu'on veut parler de power aujourd'hui ? Déjà, pour la nostalgie, mais aussi parce que j'ai l'impression que c'est un style qui est assez boudé dans les sphères métallo un peu plus puristes, alors que c'est l'un des styles les plus populaires à l'international et au global aussi de la scène métal. Du coup, on propose d'essayer de creuser ça ensemble en faisant un historique plus ou moins rapide du style, avec avant le power, les dinosaures, petite recherche archéologique pour plaire à Thibaut de ce qu'on a décidé d'appeler le proto-power. Ensuite, parler des premières sorties vraiment power metal, comment c'était, à quoi ça ressemblait, quelques albums et chansons qui définissent le genre. Ensuite, le power, il a une sorte d'explosion un peu précambrienne, fin des années 90, et on va pouvoir y retrouver pas mal de choses avec plein de courants différents, enfin un gros fourmillement artistique. Ça va être important de s'y arrêter, je pense. Et ensuite, on va parler de power metal moderne. Du coup, ce qui nous plaît moins, et surtout, les recommandations. Est-ce que vous êtes chaud ? Ouais, alors juste, moi par contre, je vais faire mon monsieur définition, parce que je suis un peu chiant comme ça. Petit point sur les caractéristiques stylistiques. Juste pour être clair, nous on va utiliser le terme power dans son acception moderne. Donc aujourd'hui, il y a presque plus personne qui utilise power metal pour parler de Pantera ou Metal Church, donc on va oublier ça. Nous on va utiliser ce terme pour désigner une sorte de macro-genre, en fait, qui commence avec le speed mélodique et qui inclut tous les styles qui en découlent et qui lui sont associés. Donc c'est pas un genre avec une énorme cohésion stylistique, contrairement au thrash par exemple, qui sera nettement mieux défini, mais il y a quand même un ensemble de traits récurrents qu'on va retrouver chez plein de groupes. Et le premier, c'est le tempo élevé, parce que c'est un genre qui découle du speed mélodique. C'est un style dans lequel les riffs vont être globalement en retrait, et on reviendra plus tard sur ce qu'on entend par là. Les refrains vont être très mis en avant, c'est un style qui est souvent assez virtuose, avec qui met une grosse importance sur les solos. C'est un style où il y a un fort usage de clavier aussi, à la fois en nappe et pour la mélodie, avec potentiellement beaucoup d'arrangements, ce qui peut faire un style très très chargé. Et puis on va retrouver aussi un
point important qui est le chant typiquement au perché théâtral, donc avec des grosses influences comme Ronnie James Dio, Bruce Dickinson d'Iron Maiden, Rob Halford de Judas Priest ou Michael Kiske de Halloween. Et puis le dernier point un petit peu caractéristique, c'est tout ce qui est esthétique et thématique. Ça va être souvent des thématiques d'évasion, beaucoup de fantasy, de la science-fiction, on va retrouver beaucoup de références à Tolkien et trucs comme ça. Donc ça, c'est un ensemble de traits qui vont se retrouver chez plein de groupes dans le power à des degrés plus ou moins importants selon la sous-chapelle du power qu'on considère. Mais on va discuter de ça un petit peu plus en détail par la suite. Ouais, c'est ça. Avant de parler des sous-chapelles du power, faut qu'on parle du proto-power. Le proto-power Kezako. Pour nous, le proto-power, ça va être un descendant spirituel de Rainbow et Europe. C'est-à-dire qu'on va vraiment retrouver le côté stadium très innocent, très puissant vocalement et très guitaristique qu'on peut retrouver chez ces deux groupes, avec des mélodies assez médiévales ou enlevées qu'on peut retrouver chez Rainbow, majoritairement. Pour Rainbow, on me demande de citer Kill the King, l'album qui serait la matrice du power. Non, le morceau. Il y a eu débat... Ah, le morceau, oui, pas l'album. Je comprends mieux. Voilà. Il n'y a plus débat, donc on est tous les deux d'accord pour Kill the King, le morceau. Et pour Europe, s'il vous plaît, n'écoutez pas que la chanson Final Countdown. Europe, c'est tellement plus que ça. Ils ont une carrière riche et même dans la décennie précédente, ils ont continué à sortir des albums qui restent bons. S'il vous plaît, écoutez plus d'Europe. Ils sont très bons en concert d'ailleurs. Si jamais vous avez l'occasion d'aller les voir, oui, ça c'est vrai. Il y a vraiment, c'est vraiment, moi c'est ma caution vieux. Quand je fais des festivals, j'essaye toujours d'avoir un petit pourcentage de vieux groupes. Et quand il y a Europe, je vais toujours voir Europe parce qu'ils sont trop bien en concert. Et un autre point important pour Europe, c'est en fait ce côté heavy FM avec beaucoup de claviers. En fait, des claviers qui remplacent la guitare parfois, en termes de rôle mélodique. Et c'est un truc qu'on retrouvera aussi dans le power. Donc l'influence, elle se fait aussi par là. Et aussi, encore autre chose dont on a déjà parlé, c'est que déjà dans Europe, on a des guitares qui sont très volubiles avec des solos qui sont déjà très techniques aussi. Tout à fait, oui. Voilà, et un autre aspect dans Europe, donc outre les claviers, c'est que justement, comme je disais tout à l'heure, le riff dans le power est abordé de manière un petit peu différente. Il se rapproche un petit peu de l'esthétique hard FM des années 70-80, où en fait, on va avoir un motif mélodique fort qui va généralement introduire le morceau ou servir de pont et qu'on va retrouver de temps en temps, mais on n'aura pas de riff au sens usuel du métal, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le riff qui a pour vocation d'être répété tout le long du morceau. Là, typiquement, à partir du moment où le chant arrive, on laisse la place au chant et les guitares vont plutôt s'occuper de l'harmonie et plus de la mélodie. Oui, c'est ça, vraiment. À partir du moment où le chant arrive, les guitares, elles vont faire les accords avec peut-être des chugs, des palm mute. Enfin, globalement, elles vont vraiment venir soutenir la mélodie du chant, plus que vraiment proposer une mélodie parallèle. Alors, par exemple, idée de truc de style de métal où on va retrouver ça, c'est dans le trash. Dans le trash, même quand on a une mélodie avec le chant, on a les guitares qui vont continuer leur ligne vocale, entre guillemets, leur riff derrière, ce qui va être beaucoup moins présent dans le power metal. Et donc c'est un truc qu'on retrouve dans le thrash, c'est un truc qui est hyper caractéristique si on écoute Black Sabbath aussi. Black Sabbath, le riff il s'arrête jamais, quoi. Il est là dès le départ. Ensuite c'est des riffs moins chargés aussi, Black Sabbath. Ah non mais bien sûr. Mais c'est un peu aussi la raison, donc on y reviendra quand on parlera de la scène scandinave, mais effectivement, une des raisons, c'est pas juste une question de facilité de composition, mais c'est aussi de lisibilité de l'ensemble. Oui, parce qu'en plus, genre vraiment pour le coup, Black Sabbath, pour moi, ils prennent le problème à l'envers, où Black Sabbath des débuts, en tout cas, enfin période Ozzy Osbourne, souvent le chant va suivre la même ligne mélodique que la guitare. Tout à fait. Bref, on s'en fiche. C'est un sujet pour peut-être un autre jour ou pas. Oui, ça on verra. Juste, par contre, effectivement, je pense que là, on a déjà une piste de pourquoi c'est un style qui est boudé par les puristes. Bah, c'est un peu ça. Le riff en retrait. Ouais, c'est possible. Du coup, on a parlé de Rainbow et Europe dans le proto-power, mais un artiste qui nous paraît extrêmement pertinent de rajouter à cette petite liste, ça va être Yngwie Malmsteen. Alors, désolé de décorcher le nom, mais il y a vraiment beaucoup de consonnes consécutives. Donc, c'est un Suédois qui fait du rock / metal néoclassique, qui a une carrière solo riche, qui est extrêmement connu sur la scène guitaristique parce que c'est un guitariste qui joue très vite et très très bien. Mais du coup, dans les caractéristiques de sa musique, on va effectivement avoir l'esthétique
dont on parlait, donc avec pas mal de thématiques d'évasion comme les dragons, la fantasy, les Mighty Warriors, globalement pas mal de repompées de thèmes médiévaux, des guitares extrêmement volubiles et qui s'arrêtent net quand le chant arrive. L'une des raisons, c'est aussi parce que c'est souvent lui qui fait le guitare-chant en concert. Du coup, je pense qu'il y a une raison pratico-pratique derrière. Et un chant très haut perché tout en puissance. Encore une fois, c'est pas du tout un style instrumental et il a une direction c'est un très bon producteur de chanteurs, Malmsteen. Ouais, parce que il y a un premier album qui est instrumental, mais dès le deuxième, en fait, il y aura un chanteur. Ouais. Et une des raisons aussi pour laquelle la guitare s'arrête quand ça chante, c'est que autrement, en fait, la guitare est vraiment ultra volubile et c'est elle qui porte la mélodie constamment. Donc faut plus voir ça comme deux instruments qui se renvoient la balle que vraiment justement une guitare qui fait un riff et un chanteur par-dessus. Globalement, du coup, Malmsteen, on parle de guitare volubile, mais qu'est-ce qu'on entend par guitare volubile ? En fait, il va vraiment développer pas mal de techniques de vitesse. Ce qu'on appelle les techniques de vitesse à la guitare, c'est des techniques qui permettent de jouer plus vite, hein, je sais, voilà. Et notamment, il va être très prominent dans ce qu'on appelle le sweeping et l'économy picking, qui sont deux techniques qui vont vraiment à 200 à l'heure quand on lui met une guitare dans les mains. Et il tune ses guitares justement même pour jouer au plus vite possible avec des guitares dites avec des frets scalopés. C'est-à-dire que les frets sont un peu creusés pour qu'il n'ait jamais en fait l'impact de son doigt sur le manche, histoire de justement comme ça globalement en fait il va faire des rebonds un peu sur sa guitare, un peu comme certains batteurs quand ils veulent jouer très très vite. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais si vous en écoutez, vous comprendrez très vite de quoi on parle, vu qu'il y en a partout, oui. Tout le temps, partout. Et après le sweep, l'économy picking c'est peut-être un peu plus compliqué, mais le sweep. Pour juste brièvement expliquer ce que c'est vraiment faut prendre le mot sweep, ça veut dire balayer, donc c'est vraiment on joue en balayant le manche dans la largeur. C'est un truc qui est assez important parce que si on balaye 4 cordes par exemple, on parcourt en gros une octave et demie, 4 cordes, une octave et demie, ce qui représente à peu près 5 cm sur la guitare, alors que si on voulait faire ça au piano, ce serait plutôt 25 cm. Donc là on voit clairement que la distance à parcourir est nettement plus courte, et ce qui permet assez naturellement plus de vitesse et de fluidité, quoi. Et là où il y a vraiment... là où Malmsteen, en fait, l'une des raisons pour lesquelles il utilise majoritairement cette technique, c'est qu'il est extrêmement inspiré par les violonistes baroques. Et en fait, c'est un mouvement qui est très très proche, en fait, du mouvement de balayage qu'on peut voir avec un archer sur un violon, effectivement. Exactement. Et qui permet de jouer très très vite, du coup. Est-ce que c'est le moment de parler du power avant de s'appeler le power, Thibaut ? Allez, faisons ça. Aka Helloween. Helloween, du coup, c'est un passage obligé. C'est un groupe allemand des années 80. Et c'est un peu les premiers albums de Power, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec un pool de talents révélés qui est complètement dingue. Globalement, si on est un musicien qui passe dans Helloween, on va avoir une carrière dans le Power qui va être très prolifique derrière. Je vous laisse aller creuser, mais globalement, quasiment tout le monde... c'est le cas de quasiment tous les musiciens qui en sortent. Une bonne porte d'entrée pour comprendre qu'est-ce que c'est Helloween et qu'est-ce qu'ils ont apporté, ça va être l'album Keepers of the Seven Keys, Part 1. Ouais, je sais. Leur deuxième album. En fait, ça va être vraiment du speed mélodique comme on l'entend, c'est-à-dire extrêmement inspiré de tout ce qu'on trouve dans le thrash de cette époque-là, le thrash metal, mais beaucoup plus axé en fait sur des mélodies catchy et répétables, avec pas mal d'arrangements autour. Globalement, on va retrouver des arrangements de composition avec par exemple du violon, des synthés, des pianos qu'on retrouverait pas dans du Metallica ou du Megadeth de la même époque. On va aussi retrouver des structures de chansons qui sont pas forcément couplet-refrain, mais c'est déjà quelque chose qu'on trouve dans le thrash aussi, donc je pense pas que ça soit le point de rupture entre les deux styles. Je pense que ça va vraiment être le chant au perché et les arrangements et la technique d'écriture. Ouais, à ça moi je rajouterais quelques petits trucs quand même. Notamment en fait à la batterie, on va systématiser la double pédale dans un contexte mélodique comme moteur en fait pour faire avancer le morceau, alors que si on écoute Slayer ou Metallica, la double est un peu plus ponctuelle et elle est plutôt là pour renforcer l'agressivité. Là c'est vraiment quelque chose qui peut être tout au long du morceau pour faire le drive. Effectivement tu parles d'un chanteur aigu et puissant, mais c'est pas du tout agressif.
On est plus entre le heavy et le FM. On va pas être sur du Agent Steel où le mec t'agresse constamment. Là, c'est plutôt un chant qui va être assez mélodique. On va avoir des thématiques qui sont typiquement plus légères que dans le thrash aussi. Donc on n'a pas le thrash, on va parler de la peine de mort, de la guerre nucléaire, les trucs comme ça. Là, c'est pas trop l'ambiance. Et on va se retrouver aussi avec des morceaux typiquement de 10-15 minutes à la fin de l'album. C'est eux qui mettent ça en place. Il y a quelques gimmicks qui sont très propres à Halloween et qu'on retrouve chez certains autres groupes de power, comme par exemple souvent les pré-refrains sont chantés en staccato. Donc on va voir, si on prend Future World, ça fait The feeling of togetherness is always on your side. Ou alors des trucs du genre Dr. Steen grows funny creatures. Donc vraiment, ce staccato-là, on fait pas durer les notes, on fait une note par temps. Et c'est un truc qui est assez typique chez Halloween et qu'on va retrouver dans pas mal de groupes de power après. Donc il y a tout cet ensemble de caractéristiques qui les débarquent assez fortement de la scène trash de l'époque, d'où ils viennent quand même. Parce que le premier album de Halloween, on est vraiment à la limite du trash, quoi. Non, c'est totalement. Pour le coup, c'est vrai que je l'écoute très très peu, Walls of Jericho, je l'aime pas trop. J'ai tendance à le trouver assez raw et assez... Ouais. En fait, il propose un trash que je trouve soit pas assez agressif, un peu trop mid. C'est-à-dire qu'il essaye de contenter un peu tout le monde et du coup, moi, ça me va pas du tout. Ouais. J'ai tendance à préférer quand on va à fond dans son délire. Non, je suis assez d'accord. Et puis, faut être honnête, ça chante mal sur Walls of Jericho. Et pourtant, c'est le même chanteur que sur Keepers of the Seven Keys. Ah non, ils ont changé. Ah ouais ? Non, c'est Kai Hansen sur... Mais c'est pas Kai Hansen sur Keepers aussi ? Non, c'est Kiske. Ah, c'est déjà Kiske. Ah, mais Kai Hansen, pourtant, il a fait Gamma Ray derrière. Ouais, il chantait pas très bien. Oui, non, mais il a pris des cours de chant entre-temps. Aussi, au-delà de juste parler d'Halloween, parce qu'il y a quand même plusieurs groupes qu'on a décidé de mettre dans cette case-là, on peut aussi parler de Manowar, du coup. Manowar qui, du coup, va avoir une esthétique assez guerrière, assez médiévale, assez mascu-boy. Conan. Oui, voilà. Les bodybuilders huilés, en pagne, les peaux de bête. Ah, cette DA me dégoûte. Désolé, j'ai pas beaucoup de choses à dire de positif sur Manowar. Non, par contre, c'est vrai que l'influence sur le power, elle est plus esthétique et thématique que musicale. À part peut-être sur la vague moderne où ils sont un peu plus importants, mais on va dire sur le gros de la vague power, ils étaient un peu considérés comme ringards à l'époque, faut dire ce qui est. Après, ils étaient déjà ringards à l'époque. Ils étaient déjà ringards à l'époque. Moi j'ai l'impression qu'en fait, ils reviennent depuis quelques années, tu vois. Après, au-delà de l'esthétique, peau de bête, cuir, bodybuilder huilé, là, il y a quand même des trucs vachement bien chez Manowar, hein, faut le dire. On va dire les 4-5 premiers albums sont quand même très très cool, mais bon, c'est plus du heavy, quoi. Oui, on est clairement sur du heavy avec de la puissance que vraiment sur du power metal. Mais on voit bien si on veut déjà faire une aparté sur le power metal moderne, on voit directement l'affiliation entre Manowar et Sabaton, par exemple. Ouais, c'est ça, par exemple. Qui est assez évidente. Ou Hammerfall aussi. Oui, ou Hammerfall. Qui est un peu plus tôt. Ouais, sur la vague allemande déjà de l'époque. Et le petit dernier dont on va parler avant de commencer à parler du fourmillement stylistique, ça va être Blind Guardian. Du coup, qui a une position un peu bâtarde, parce qu'ils étaient là à faire du trash avant, et ensuite ils sont arrivés, ils ont redéfini ce que c'était le power metal, et ensuite, régulièrement, ils sont revenus dans le style pour expliquer qui c'étaient les patrons. C'est un groupe que j'aime bien. Mais qui même dans la vague power est en fait un petit peu à part. Ils sont vraiment... j'ai pas envie de dire qu'ils sont en périphérie parce que ce serait trop fort, mais c'est assez unique en fait, je trouve, dans le power. Il y a aussi que globalement, ça fait partie des groupes qui ont une personnalité très très forte. Quand il y a des copycats de Blind Guardian, ah oui, par contre. C'est des copycats de Blind Guardian, c'est pas des groupes de power. Là où quand on a des copycats de Halloween ou de Gamma Ray, c'est des groupes de power à l'allemande. Mais Blind Guardian, ils ont un style qui est plus personnel, je trouve. Et moins facilement imitable. On peut parler de l'âge d'or, du coup. Ouais. L'âge d'or du power metal. Donc nous, ce qu'on a appelé l'âge d'or du power metal, ça va être à peu près entre 97 et 2005. On va vraiment voir un gros foisonnement stylistique. Et on va essayer de décrire plusieurs de des sous-branches qui sont nées à cette époque-là. Si ça vous va, de toute façon, on vous laisse pas trop de choix. Je suis désolé.
Voilà. Non, mais par contre, on a choisi cette période vraiment parce que on pense que s'il y a un foisonnement créatif, c'est pas uniquement pour des raisons de nostalgie, d'autant que, honnêtement, moi, en 2005, j'écoutais pas encore de métal, donc c'est pas... Et en 97, encore moins. Oui, voilà, on est d'accord. Donc on n'a pas choisi cette période juste parce que on était ado à l'époque. On n'était pas encore ado à l'époque. On vient de perdre toute notre crédibilité là, mais c'est pas très grave. Putain, j'essaye de passer pour un vieux con depuis si longtemps, tu viens de tout foirer. Ça va, on a passé la trentaine. Oui, on a le droit. Du coup, la première sous-branche dont on va parler, ça va être le power à la scandinave. Donc typé pour un groupe de référence, on va essayer de fonctionner comme ça à chaque sous-style. On va parler d'un on va parler d'un sous-genre de groupe de référence, et dans la playlist n'hésitez pas à aller écouter les chansons en fait de ce groupe là pour vous faire une idée en fait et vous représenter avec vos oreilles ce qu'on est en train de dire. Oui, parce qu'on en parlait vite fait au début, YouTube nous a sucré le single, mais ça veut aussi dire qu'on peut pas mettre d'extrait pour illustrer tout ça. On se débrouille comme on peut. Dans le power scandinave du coup, les groupes de référence qu'on va citer, ça va être Stratovarius et Sonata Arctica. Donc on va vraiment avoir un mélange entre le speed metal qu'on vous a décrit avant et Europe. Et Europe vraiment de manière très très spécifique. On va retrouver des mid-tempo puissants malgré un style qui va être très très rapide, avec un chant très haut perché, très clair, des guitares super volubiles avec beaucoup d'influences néoclassiques et une énorme présence de synthétiseurs. Ouais. Et Stratovarius, là, c'est vraiment les patrons de la vague scandinave, ce qu'on appelait en fait le speed mélodique à l'époque. Hein. Et c'est pour ça qu'on commence par eux, parce que c'est un peu eux qui ont lancé cet âge d'or dont on parle. Et chez Strato, on va retrouver une structure de composition qui est hyper typique en fait d'un paquet de groupes de power, même dans les autres chapelles. Bon, c'est pas le seul truc qu'on va trouver, mais c'est quelque chose d'assez archétypal. Et pour illustrer ça, on va parler de Hunting High and Low, qui est un morceau qui est sur leur album de 2000, Infinite. Et pour moi, c'est vraiment un exemple paradigmatique. On a une intro instrumentale qui sert d'accroche avec un motif ou un riff mélodique hyper sympa, en fait. On peut aussi avoir des variations de ça. Sur le même album, il y a Glory of the World, par exemple, qui a eu une intro qui est nettement plus virtuose, par exemple. Sur Hunting and Low, c'est plutôt simple, mais l'idée, c'est d'accrocher vraiment l'auditeur. Et dès que le couplet commence et que la voix arrive, en fait, les guitares et les claviers se calment et ils prennent un rôle qui est purement harmonique. Donc, typiquement, la guitare, elle va jouer un accord par mesure. Elle va assurer la progression harmonique du morceau de cette manière, et le chant va porter la mélodie par-dessus. Mais la guitare, elle est juste là pour soutenir le chant. Et on va pas avoir deux lignes mélodiques à la fois. Et donc, ensuite, ça va amener sur un refrain sur lequel on peut un petit peu complexifier l'instrumental, mais pas énormément, hein, juste à peine. Typiquement, on va avoir un break qui va rappeler l'intro, on va recommencer, couplet, refrain, solo, et après, sur le solo, on revient à nouveau sur le refrain, qu'on répète une première fois de manière normale, puis une deuxième fois dans une version un petit peu boostée, où l'instru, cette fois, complexifie encore un petit peu plus. Là, typiquement, sur Hunting and Low, on va remplacer les accords qui étaient joués comme des accords avant, donc c'est-à-dire toutes les notes d'un coup, par des arpèges. C'est-à-dire que plutôt que de jouer toutes les notes d'un coup, on va jouer les notes de l'accord les unes après les autres. Donc ça va complexifier un petit peu le morceau, mais comme c'est des trucs qu'on a déjà introduits par le passé, tout reste lisible un peu tout le temps. Si on s'en tient à la macro-structure, on va dire, à base intro, couplet, refrain, pont, couplet, refrain, solo, refrain, c'est quelque chose qui est assez commun, qui est pas du tout propre au power. Ce qui l'est nettement plus, et là j'insiste là-dessus, c'est le fait que la mélodie est portée principalement par le chant, et que quand ça chante, les autres instrus ont un rôle purement harmonique d'accompagnement. Et ça, pourquoi on choisit de faire ça? C'est parce que c'est un style qui a un tempo qui est typiquement très très rapide. Si on s'amuse à empiler des couches de mélodie, très vite ça devient de la bouillie, et ça devient difficilement lisible. Donc au-delà de la facilité de composition, il y a aussi une volonté de rendre le morceau lisible. C'est assez important, et puis surtout on va par exemple voir que les reprises, souvent dans les deuxièmes refrains, c'est le moment où on va voir les batteries qui vont commencer à faire des double time par exemple. Ouais, typiquement aussi, ouais. Histoire de raccrocher un wagon précédent. Globalement, en fait, tout va être bon parce que
comme Thibaut l'a dit, vu qu'on a déjà tout introduit, on a déjà introduit le vocabulaire qu'on utilise, donc le changer un peu, c'est pas ce qui va enlever la lisibilité, mais par contre ça va renouveler l'intérêt de l'auditeur. Et c'est ce qu'on cherche en fait quand on répète les mêmes refrains encore et encore et encore. L'une des versions un peu Wish de cette façon de faire, désolé, hein, ça va être aussi de faire le refrain à la tierce quand on le répète. Ouais. C'est-à-dire de monter légèrement la tonalité pour le faire un peu plus aigu la deuxième fois. Et ça permet de faire des finales en puissance un peu explosifs. C'est l'équivalent du groupe qui se met à bourriner les instruments sur les finales d'ACDC, par exemple, ou des trucs comme ça, mais en plus épique, quoi. Voilà. Exactement. Et une autre raison aussi pour laquelle je voulais parler de ce morceau en particulier, Hunting High and Low, c'est parce que, et dans une moindre mesure aussi Glory of the World, c'est parce que c'est des morceaux que je pense qui sont assez importants pour la scène moderne. C'est des trucs qu'on va retrouver assez souvent, et aussi parce que c'est des morceaux avec aussi Infinity du même album, qui ont été plagiés et qui sont retrouvés dans la BO de DBZ Budokai, qui est un jeu qui a quand même très très bien marché à l'époque, qui a été plusieurs fois salué pour sa BO, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont moi en l'occurrence, qui ont découvert Strato de cette manière-là, et ça a dû un peu propulser aussi le power metal d'une certaine façon. Le pousser dans les sphères populaires en fait. Ouais, c'est ça. Un peu avec un gros coup de bras de fer là pour le coup. Ouais. Le rendre un peu plus accessible. Ouais. Bah ensuite c'est un style qui, vu qu'il il a un gros héritage FM, qui se veut aussi plus accessible que le thrash. Ouais, bien sûr. Par exemple, encore une fois, on compare beaucoup au thrash, mais parce que c'est un autre style qui est relativement populaire. Oui, et puis c'est naturel, parce que le thrash, c'est vraiment le style dont découle le power. C'est en fait, Helloween vient du thrash à la base, et à l'époque où ils font leurs albums Keepers, ils sont encore un peu dans l'idée de faire une sorte de thrash mélodique, quoi. Blind Guardian aussi, totalement. Ils se détachent du thrash relativement tard, au final, dans leur carrière, milieu des années 90. Bon, pour nous livrer pépite sur pépite après, mais... Ouais. J'aime bien Blind Guardian. Écoutez Blind Guardian. Je propose qu'on avance, du coup. Prochaine école dont on va parler, ça va être le power un peu plus à l'allemande, ou aussi ce que j'ai osé appeler le heavy power. On va du coup retrouver les groupes dont on a déjà parlé, comme Hammerfall. On va aussi pouvoir retrouver Edguy, qui est l'un des descendants spirituels de Helloween et Gamma Ray, et aussi Iced Earth dedans. Iced Earth, qui est un groupe, du coup, qui est de manière honorifique allemande, mais c'est un groupe américain. Ouais, qui a deux périodes, Iced Earth d'ailleurs. Des premiers albums qui sont un peu plus trash, mais il va devenir plutôt heavy power sur la deuxième période, la deuxième partie de sa carrière. Je connais que la première partie de la carrière. Mais du coup, ici, l'une des caractéristiques principales, c'est qu'on va être beaucoup plus orienté puissance et riff avec avec des riffs très marqués et très incisifs. Un tempo un poil plus lent que sur la scène scandinave pour asseoir vraiment une énorme lourdeur en fait. Et on va y retrouver des groupes ponctuellement avec des chanteurs un peu plus graves comme justement Matt Barlow de Iced Earth. Même si le standard reste assez aigu comme on va pouvoir retrouver chez Hammerfall, Edguy, même Freedom Call aussi. Ouais. Ouais, et puis tu dis, on augmente la puissance des riffs et la lourdeur par rapport au reste du power. Hein. On est loin quand même du Doom ou même d'un Pantera, quoi. Attends que je parle de Nevermore. Ensuite, on va avoir une branche que j'oserais appeler la branche italienne. Non, je rigole. Mais le power symphonique, du coup, qui va être représenté par Rhapsody ou Rhapsody of Fire. Enfin bref, vous mettez tous les mots que vous voulez derrière. Il y a eu pas mal de changements de nom. Oui, ou avant d'ailleurs. Ou avant. C'est vrai, ou avant aussi. Nightwish et Camelot. Nightwish surtout des premiers albums, pour le coup. Et Camelot aussi, en fait. Où la caractéristique principale, ça va être les arrangements. Si on peut avoir un orchestre philharmonique pour accompagner le groupe, on le fait. Et du coup, on va avoir beaucoup de layers de violon, de flûte, d'instruments avant. Pas mal d'instruments rythmiques supplémentaires pour essayer d'avoir un rendu assez complexe. On va se rapprocher d'une écriture qui est beaucoup plus vraiment classique en termes vraiment... musique classique. Voire des fois avec des reprises de thèmes de musique classique directement dans la musique. Tout ça pour une démarche totalement cheesy et la plus épique possible. Et classique, typiquement plutôt baroque et début romantique. Totalement. Le baroque, c'est à l'honneur, de toute façon, dans le métal, j'ai l'impression. Et ensuite, on va avoir le power prog. Donc, les groupes principaux dont on va parler, ça va être, qu'on va prendre en exemple, ça va être Angra, Symphony X et Evergrey. On pourrait dédier un épisode complet à ça, mais pour moi,
le prog, c'est pas un style de musique, c'est un adjectif qu'on appose à un style déjà existant. Et ici, ça va prendre tout son sens. On a des structures complexes, des rythmes plus alambiqués, pas forcément plus techniques, mais vraiment écrits de manière plus bizarre, des chansons plus longues pour accompagner le tout. On va avoir des mesures composées, des trucs comme ça. Exactement, des mesures asymétriques, pas mal de choses, de flourishment qu'on trouve pas dans le reste de la scène power, ou moins en tout cas. On va souvent être plus proche du power sympho des années 90 avec beaucoup de guitares néoclassiques et beaucoup d'arrangements, comme on peut retrouver dans les premiers en gras, les premiers Symphony X. Et petit aparté, on va même parler d'un sous-genre du prog power que j'ai appelé le power dit énervé, avec Nevermore et Manticora, où c'est un sous-genre mais qui mérite qu'on en parle un peu ici, parce que c'est globalement du power prog, mais avec des riffs qu'on pourrait retrouver dans du metal extrême. Les riffs de Nevermore, par exemple, sont extrêmement proches de ce qu'on peut retrouver dans du death et du tech death. Pas pour rien d'ailleurs que Jeff Loomis, le guitariste de Nevermore, avait été recruté dans Ark Enemy. Et tout en conservant en fait les caractéristiques principales qu'on avait décrites précédemment. Ouais, et puis on finira avec une dernière branche qu'on a appelée power extrême, et dans laquelle on va mettre des groupes qui sont pas toujours associés au power, mais moi en tout cas ça me semble assez pertinent de les mentionner. Et ça va être des groupes comme Children of Bodom, Throne of Chaos, Ensiferum, éventuellement Tourisas aussi. Et ça, c'est parce que, en fait, c'est certes des groupes de métal extrême où on va avoir du chant hurlé, mais globalement, le focus principal, ça va quand même être la mélodie. C'est des groupes dans lesquels on va retrouver énormément des caractéristiques qu'on a mentionnées précédemment. Juste, le truc principal, c'est que comme la mélodie est pas portée par le chant, bah, c'est la guitare qui va la garder. Le chant sera là pour apporter de l'agressivité, apporter un élément rythmique supplémentaire, mais on va avoir ces guitares volubiles qui vont porter la mélodie tout au long. Et effectivement, si on regarde dans les années 90, à la fin des années 90, les interviews de Alexis Layo, de Children of Bodom, et qu'on lui demande c'est quoi ses influences, bah, il va citer quoi? Il va citer Malmsteen, Stratovarius, Helloween. Bon, il va aussi citer des groupes de death comme Entomb ou de black comme Darkthrone, mais on a quand même cette assise power metal qui est là. Et pareil pour Ensiferum, bah, si vous regardez les gens que vous connaissez qui écoutaient Ensiferum, bah, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient fans de power aussi qu'ils soient fans de black, quoi. Quelqu'un qui écoute Ensiferum, typiquement, il va pouvoir écouter, on va dire aussi Rhapsody, Helloween, Stratovarius, beaucoup plus qu'il va écouter Darkthrone, Beherit et Immortal, quoi. Donc c'est pour ça, on voulait aussi parler de ce sous-genre et qui en fait permet aussi de faire la passerelle entre le power et d'autres styles de métal un peu plus extrêmes. En tout cas, c'est clairement la passerelle que nous on a utilisée à l'époque. Ouais. Ensiferum plus pour moi, Children j'ai écouté que très tard. Pareil, pour le coup, Children of Bodom, j'aimais pas du tout quand j'étais ado, ce qui est bizarre en plus. Maintenant, j'en écoute un peu plus. Et je pense en fait aussi, c'est que Children of Bodom, il y a un petit peu une évolution stylistique et moi les albums qui me plaisent aujourd'hui, bah, ça va être les deux premiers surtout. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Et qui sont ceux qui sont plus associés power justement avec beaucoup de riffs néoclassiques et des morceaux plutôt rapides comme ça. Ouais, et puis un chant aussi beaucoup plus typé black que death. Ouais, c'est ça. Après ça va plus virer death mellow et ça me plaît moins. Ouais, pareil. Mais les deux premiers albums, je les ai redécouverts pour un groupe de cover il y a pas longtemps. Tiens. Et c'était vraiment très très bien. J'étais très très content de pouvoir les redécouvrir. Je propose qu'on avance et qu'on parle du prog moderne maintenant. Ouais, du power moderne. Du power moderne. Oh là là, je vais pas réussir aujourd'hui. Non, juste avant qu'on fasse ça, je précise une fois de plus qu'on vous fera une playlist avec plusieurs morceaux des groupes dont on a parlé, comme ça vous aurez un peu une illustration de tout ça. Puis voilà, on va terminer par un petit focus sur le power moderne, parce que on voulait pas non plus parler que des vieilleries. C'est un style qui a continué un peu à évoluer après 2005. Mais quand même qui finit un petit peu par stagner. C'est un style qui a évolué du point de vue commercial et popularité, mais il y a eu une sorte de cristallisation stylistique autour de quelques groupes, comme notamment Sabaton, Powerwolf, et des groupes comme ça. J'ai l'impression, et tu me diras ce que t'en penses, Jim, mais que le style stagne un peu, en fait, depuis 10-15 ans. Donc ça, c'est les groupes là dont je parlais, Sabaton, Powerwolf, typiquement, c'est des groupes que je vais apprécier de voir en live. Powerwolf, je les ai vus 3 fois, déjà. Donc à chaque fois, j'ai trouvé ça assez sympa, les icônes sont bons, mais
Moi j'ai un problème avec leur discographie studio en fait, parce que je trouve qu'ils s'enferment un petit peu dans une caricature esthétique et musicale dont ils ont du mal à sortir, et moi je trouve qu'un peu tous leurs albums se ressemblent, quoi. C'est toujours les mêmes influx, Maiden, Halloween, Accept, Manowar, quoi. Amorphal aussi un petit peu, et donc ça c'est un truc qui me gêne un petit peu. Un autre truc qui me gêne aussi avec la vague de power moderne, c'est que c'est un style avec lequel on peut vite tomber dans l'autoparodie, et je pense que pour faire du bon power, on a besoin quand même d'un peu de naïveté et de se prendre au sérieux. Si je prends l'exemple de Manowar, c'est hyper con, on est d'accord, mais c'est traité avec tout le sérieux du monde, et c'est ce qui fait qu'un refrain dont les paroles sont « Kill with power, die, die, kill with power, die, die, die », bah, ça peut fonctionner, quoi. À partir du moment où on commence à tomber dans le wink wink nudge nudge, t'as vu, c'est quand même un petit peu con ce que je fais, c'est un petit peu what the fuck, bah je trouve que moi, le cynisme, ça fait que ça se casse un petit peu la gueule pour moi, et souvent, quand tu commences à moins te prendre au sérieux, bah, ton premier degré, donc on va dire tes chansons auxquelles on a enlevé l'habillage et les paroles, bah, ton premier degré, il s'affaiblit aussi un petit peu. Alors que la naïveté du Mighty Warrior à la Rapso, moi je trouve ça plutôt touchant en fait, et ce qui m'empêche pas de les vanner pour ça aussi, hein, et de me marrer, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai pas mal de mal et de grief en fait face à la scène de power metal actuelle, mais ça n'empêche que on a quand même pas mal de groupes à vous conseiller sur cette scène moderne. Et on va finir quand même sur une note positive. Du coup là, c'est le 14e moment liste de la journée, mais c'est pas très grave. On va parler de On aime bien faire des listes. On aime bien faire des listes. Mais on va parler juste de quelques groupes de power, pour si jamais vous avez bien aimé les influences dont on a parlé précédemment. On va essayer de citer quelques groupes qui héritent en fait des branches de power dont on a parlé. Donc si jamais par exemple vous avez bien aimé Rhapsody et que vous aimez bien Dragon Force, foncez sur Twilight Force. Twilight Force, globalement, c'est du power sympho qui pousse tous les potards à 12. C'est épique, c'est technique, c'est rapide, c'est hyper mélodique, c'est symphonique. Franchement, foncez. Il y a eu Love Bites, un female band japonais qui fait du power, qui navigue entre pas mal d'influences de power très heavy à la Hammerfall, tout en étant très rapide et très technique. Rien à voir avec Twilight Force. J'ai utilisé des mots, mais ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins symphonique, beaucoup moins alambiqué, mais c'est hyper honnête, et pour le coup, on a de la naïveté et on a de l'honnêteté dedans. Franchement, c'est mes chouchoutes depuis quelques sorties. Elles ont sorti un album cette année que j'ai pas encore écouté, et j'ai hâte de l'écouter pour le coup. Ouais, alors là pour le coup, merci pour la découverte, hein, parce que moi j'avais vu le groupe passer plusieurs fois, et à chaque fois je me disais non putain, mais je vais pas écouter ça, la pochette c'est pas possible. Mais du coup t'en as parlé, et moi je suis allé écouter leur dernier album justement. Ouais. Et j'ai trouvé ça bien cool. En fait, il y a des côtés Malmsteen, Galdernius aussi. Complètement. Un autre super groupe de power japonais. Mais il y a aussi des trucs que j'ai trouvé super surprenants, quoi. Genre tout à l'heure, tu vois, j'étais en train de me couper moult ail pour mon risotto aux courgettes, là. Et je lève la tête, tu vois. Il y a de la basse slappée dans mon power, quoi. Hyper sympa. Il y a du kill switch par-ci par-là. Et c'est un style, tu vois, où il y a des refrains hyper calibrés, mais là, il y a des trucs qui sont vraiment pas évidents, en fait. Donc, je suis très, très agréablement surpris. Très hâte d'aller l'écouter, mais enfin, pour le coup, c'est vraiment l'un des groupes qui va avoir des refrains à la con, mais t'y crois, en fait, parce qu'il y a la conviction qui va avec. C'est pas du tout pas du tout en clin d'œil, c'est vraiment genre on ne savait pas écrire de meilleures paroles, mais on va quand même te les vendre. Et ça marche très très bien. Et il y a des trucs assez énervés aussi. Il y a un morceau où t'as du skank beat, donc tu sais le touka du trash là à la batterie, avec un riff en trémolo à la guitare. Je me dis putain, c'est vénère. Ouais. Du power, mais le chant est jamais énervé pour le coup. Ouais. Par contre, ouais. On reste vraiment sur une thématique de chant, enfin, au perché, puissant, et franchement, la chanteuse, elle assure de ouf. Ouais, elle a une grosse puissance. Par contre, je trouve que je suis pas hyper fan de son timbre, et j'ai l'impression que sa tessiture est pas non plus hyper étendue. Moi, j'ai beaucoup aimé plutôt la bassiste et les guitaristes. La chanteuse, sans être mauvaise, c'est ce que je retiens de moi, en fait. Ok. En tout cas, sur le dernier album que j'ai écouté. Là. Ok. Faudra que j'aille l'écouter. De toute façon, il est sur ma to-do list. Un groupe qui du coup hérite un peu plus de la partie hard FM et du coup de l'héritage à la Europe, on va avoir Beast in Black, où je conseille un peu l'album Berserker, même si
dedans, il y a un énorme plagiat de la chanson Final Countdown. Je vous jure, c'est même pas normal que ça soit légal, en fait, de faire ça et de le mettre sur un album. Mais l'album reste quand même relativement plaisant et j'aime moins les solos, mais les refrains sont assez incroyables. C'est quand même très bien. Là, par contre, je te suis pas du tout sur ce qu'il a. Ah, t'aimes pas Beast in Black? Ah non, là, moi, là, pour le coup, je connaissais pas cet album, mais je l'ai écouté aussi parce que t'en avais parlé, mais là, par contre, j'ai pas du tout accroché. Tu parles de FM, mais il y a aussi de l'Eurodance, en fait. Hein. Il y a des passages, on dirait... Miracle de Cascada par exemple, des trucs comme ça. Ah, c'est comme ça qu'on l'avait décrit le chanteur avec un pote. C'était le mélange entre une chanteuse de pop et Rob Halford de Judas Priest. Oh putain. Et je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, non, mais il y a des trucs, tu vois, en mélodie, c'est à la limite du petit bonhomme en mousse, quoi. Ouais, mais encore une fois, je trouve que c'est ok. Ouais. Moi, je les crois. D'accord, ouais, non. C'est pas un album que j'écoute tous les jours non plus, hein. Enfin, calmons-nous. Oui. C'est pas mon album de chevet, Thibaut. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais moi je le réécouterai pas. Par contre. Non, par contre, un truc marrant, c'est en fait, c'est un album qui est dédié à Berserk. Genre, il y a un morceau que j'aurais pas du tout deviné si j'avais pas vu qu'il y avait un morceau qui s'appelait Zod the Immortal. Hein, parce que je retrouve pas du tout l'ambiance du manga. Ah non, on n'est pas du tout sur un délire horrifique, introspectif, rien du tout. Non. Ah ouais, non. Non, mais c'était dur à écouter. Et puis Eternal Fire, je suis désolé, mais c'est un no-go cette chanson. C'est laquelle? C'est le plagiat de Final Countdown. Oh putain. Du coup, la première fois que j'ai vu Europe en concert avec ma chérie et un pote, on a chanté Eternal Fire sur Final Countdown. On s'est senti très malin. Si vous avez aimé le power plus énervé à la Nevermore et à la Manticora, foncez sur les Américains de Witherfall, Sound of the Forgotten. C'est vraiment très très bien. C'est très riche, très dense, il se passe beaucoup de choses, mais c'est vraiment dans cette veine-là. Et c'est une niche qui est assez rare pour être soulevée, je trouve. Et sinon, en power prog, alors le power prog, c'est un peu... J'ai pas mal de choses à conseiller. Mais celui que j'ai choisi de mentionner aujourd'hui, c'est Tiara de Seventh Wonder. Seventh Wonder, qui est un groupe qui s'est séparé de son chanteur il y a pas longtemps. Chanteur Tommy Karevic, qui maintenant est à plein temps dans Kaamelott, dont on a déjà parlé aujourd'hui en plus, ça tombe bien. Il y a beaucoup de porosité dans le power, hein, c'est normal. Et du coup, c'est un album concept de SF qui a une certaine mollesse au milieu de l'album. Une mollesse qui s'explique avec l'histoire, mais moi je trouve que malgré tout, ça casse le rythme. Ça reste une super pièce, et c'est cool en plus d'avoir de la science-fiction pour une fois, ça change. Parce que c'est quand même majoritairement la fantasy qui est représentée, la science-fiction, on la retrouve un petit peu chez Symphony X aussi. Chez le Symphony X récent, chez quelques albums de Luca Turilli aussi. C'est ça. Il y a dans les récents, je vais me permettre aussi d'en mentionner quelques-uns vite fait, du coup. Il y a Ghost Ship Octavius, qui a un nom un peu tout pourri, mais... qui fait du power prog sympa, c'est pareil, c'est marqué par Nevermore. Hein. Il y a des gens qui ont joué avec Nevermore. Il y a Jeff Loomis, le guitariste, qui vient faire un solo aussi. Ah mais oui, mais c'est toi qui m'en as parlé. Putain, là, j'ai déjà eu cette discussion avec quelqu'un. Exactement. Donc ça, c'est un bon petit album de power prog récent. Un autre truc que je pourrais... recommandé dans les trucs récents, il y a Paladin, pas Power Paladin, qui est un autre groupe qui existe aussi. Paladin, qui est un groupe qui a sorti un album en 2019 qui est assez sympa. Il y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est un groupe qui est sur lequel on retrouve tout un tas d'influences assez marquées, mais qui va avoir un power un peu plus agressif, un peu plus marqué par le thrash. Il y a des influx, un petit peu de Children of Bodom et Strato, donc des trucs comme ça. C'est un style de power qui se fait plus trop aujourd'hui, qu'ils arrivent un petit peu à dépoussiérer. Bon, c'est référencé, mais c'est pas mal. Et dernier truc que je voudrais mentionner, c'est Stormkeep, avec leur album Tales of Other Time, qui est un groupe de black mélodique qui est
hyper influencé par le power, notamment par Rhapsody. Donc ça, c'est aussi un autre truc que je pouvais mentionner, parce que j'aime toujours placer petite porte d'entrée vers le black à un moment. C'est ma façon de faire du prosélytisme. Stormkeep, c'est le groupe de Dungeon Sins? Il y a... Alors... Il y en a. Voilà, c'est ça. Il y a des passages Dungeon Sins, mais c'est pas un groupe de Dungeon Sins. Ok. Mais voilà, c'est un groupe sympa, black mellow. Si vous aimez le power, il y a moyen que ça vous plaise, et vous voyez si vous continuez dans le black ou pas, quoi. Bref, du coup, le power, c'est formidable. Écoutez-en. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et arrêtez de cracher dessus, s'il vous plaît. Bon, il y a quand même des trucs sur lesquels on peut cracher. Mais... Oui. Mais... On peut cracher sur le 14e groupe Rhapsody? Non, ils sont quand même trop sympas. Oui, voilà, c'est ça. J'adore Rhapsody, mais même moi, je m'y perds là en ce moment. Ok, bon, bah, je pense qu'on a un petit peu fait le tour du dossier. On vous remercie pour l'écoute. Peut-être un épisode un petit peu plus long que le précédent, mais bon, on va essayer de rester sur un format un petit peu comme celui-là. On va aussi essayer de publier plus ou moins une fois par mois. On voit si on arrive à tenir le rythme. Peut-être on fera un petit peu moins fréquent, un petit peu plus, on verra selon. Est-ce que tu veux faire un truc en particulier la prochaine fois ? Ou est-ce qu'on évite d'annoncer des trucs Je pense qu'on va éviter d'annoncer des trucs. Ouais. On a pas mal d'idées, donc je me fais pas trop de soucis sur ce qu'on va pouvoir dire. Mais je sais pas ce qu'on va pouvoir dire. Ouais, non mais ça marche. Ok, bah dans ce cas-là... N'hésitez pas à aller nous suivre du coup sur le YouTube, l'Instagram. Je vais essayer de poster un peu plus sur l'Instagram parce que c'est vrai que pour l'instant, il a une publiée de story, c'est un peu la mort. Ouais, et puis comme on vous disait, on va faire des playlists là pour l'épisode aussi. Donc si vous voulez aller écouter les groupes dont on a parlé, bah, sur YouTube, vous aurez tout ça. On s'arrête là ? Puis on va paper à la prochaine. Yes, allez, à une prochaine. Ciao. Ciao.